Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode, le dernier débrief de ce week-end à Manicourt, intense, dans beaucoup de sens du terme, j'aurais tendance à dire. Donc Steph, t'as encore la chasuble magique. Bah oui, on est allé plein de belles choses. se rincer les yeux et les oreilles dans les box, devant les box et sur la grille. Et sur la grille, voilà. On va faire un petit débrief des courses, quand même. À commencer par la course sprint Superbike de ce matin, qui s'est plutôt bien déroulée, on va dire. C'était assez sympa, 10 tours. Donc, qui est-ce qui veut en parler? Tu veux en parler, Pierre? On a vu la seconde victoire du week-end de Toprak, devant Jonathan Rea toujours, et troisième Van der Mark. On va dire que les Ducati se sont bien sortis avec une 4e et une 5e place alors qu'elle partait assez loin. Baz n'a pas pu faire mieux que 7ème ce matin. Je crois que la piste était un peu fraîche encore, ça lui plaisait pas trop. Et le deuxième français, donc Sylvain Barrier, finit 18ème sur cette course. Oui, et donc à l'issue de ce podium, on va écouter Kenan Sofuoglu qui était à proximité et il suffit de l'attraper. Hello, so we are with Kenan Sofuoglu. We are at the bottom of the podium of the Superpole race of Sunday morning. What are you thinking about the domination of Toprak today? I'm very honest, I didn't expect this because it's just 10-lap race. Every rider is pushing extremely. It's a short race. And I advise Toprak, if you can finish around top 5, we will be ready for the afternoon real race. But Toprak is incredibly confident, doing track record, and they want to win a rider and take the win. And I don't think he was still on the limit because looks like everything under control. Looks like he has still a lot of potential. Yeah, this is because he was a little bit far on the grid. He was 15, but he achieved to win. And as you said, he was really strong and really dominant against Rea. He's very confident. I think the only thing is getting better, more confident. And if you have a talent like to becoming with the confidence, with the experience, this is what's happening. Yeah, you are a legend of SSP 600. You think he's next legend of Superbike? He's only 22. He is very young. He's 22. Next year, if he is champion, he will be youngest ever Superbike champion. And I believe he has a very long career because 22 is very young age. Hopefully he will be the next level for Turkey. Yeah, thanks a lot, Kenan. Have a good last race. Thanks a lot. On poursuit donc le programme du week-end avec les Supersport 600. Donc évidemment, il y avait beaucoup de Français qui étaient attendus pour cette course. Et Pierre, tu nous parles un petit peu du déroulé de la course? Alors juste avant la course, on a réussi à choper Christophe Guillot, donc, qui était à côté de Jules Cluzel sur la grille. Il nous a laissé un petit mot de quelques minutes qu'on va écouter. Salut, on se retrouve avec Christophe Guillot sur la grille. Christophe, comment tu sens cette course avec Jules et Corentin? Elle va être un peu difficile parce qu'il n'y a pas eu d'essai sur le sec. Nous, on arrive en Supersport avec Jules Cluzel. C'est la première course ici avec nous. Donc, pour les réglages, on est un peu en recherche. J'espère qu'on est tombé sur le bon. Et oui, puis les pilotes sont forcément un peu tendus. C'est la course nationale, il y a eu énormément de monde. C'est clair que la météo ne nous a pas arrangé, même si ça nous a bien positionné sur la grille de départ, parce que Jules est vraiment talentueux dans ces conditions-là. Sur le sec, c'est un petit peu l'inconnu. D'accord, je te remercie. On verra. Mais ce sont des battants et ils donneront tout. Ok, je te remercie, bonne course. Donc malgré les encouragements et l'envie de bien faire, le GMT, on va dire, qui a un peu pêché sur la fin parce qu'ils ont eu plusieurs problèmes. D'ailleurs, la course est partie une première fois et Jules est bien parti. Malheureusement, très rapidement, il y a eu un gros accident avec la wildcard du GMT, Maximilien Beau, et deux autres pilotes, donc Fuligny et Calero. Donc tout de suite, red flag et tout le monde rentre box. Donc les trois n'ont pas pu repartir, même s'ils vont bien. Le deuxième départ a été donné, donc course raccourcie, et donc Jules est encore bien parti. Malheureusement, il va pas tenir la distance. Il va assez rapidement lâcher, il va faire qu'un tiers de la course devant. Et c'est Mayas qui va très bien s'en sortir, il va gagner cette course. Alors, on va noter quand même qu'il y a eu deux gros faits de course quand même intéressants, puisqu'il y a eu donc les deux Bardal qui ont abandonné, donc il y a eu un très gros high side de Krummenacher très tôt dans la course, et après Caricasulo a chuté en 2 temps, on va dire. Une première fois, il est reparti. Il a chuté comme un grand pour le coup là. Tout ça. En fait, il était devant, il n'avait pas de pression. Je veux pas lui jeter des cailloux, mais
il voulait pousser, je pense. Ouais. Il voulait recoller, mais tant pis. Il a chuté une deuxième fois, donc là, cette fois-ci, il a abandonné. Ouais. D'ailleurs, à noter que lorsque Krummenacher est tombé, Corentin, qui roulait très très bien, même s'il était un peu dans le paquet, a dû sortir pour l'éviter et a perdu beaucoup de temps à ce moment-là. Mais en fait, il a perdu le temps qu'il le sépare de la tête à l'arrivée, je pense. Ouais, c'est ça qui est vraiment dommage, parce que il avait le rythme pour être devant, il était un petit peu loin, mais étant donné que c'est un très bon starter, il avait de quoi recoller le paquet et il avait un très très bon rythme. Et c'est dommage qu'il ait pas pu, qu'il ait été obligé de s'écarter à ce moment-là. C'est ça, parce qu'il finit juste à 4 secondes 7 de la tête de course. Quand tu vas jardiner, c'est le temps que tu perds. C'est ça. Et c'est dommage pour le GMT, mais pour Mayas, c'est quand même une très très belle course. Très belle course, très belle victoire. Alors j'ai pas envie de dire de bêtises, mais c'est sûr que c'est sa première victoire de l'année. Et pour moi, c'est la première victoire de Kawasaki aussi de l'année. Il y a que c'est bien possible. Caricasulo, Bardal, Cluzel et GMT. Moi j'ai vraiment aimé son dernier tour. Moi j'étais en tribune pour voir cette course. Et avec le public, c'était vraiment chouette à vivre. Belle ambiance. Ouais, belle ambiance, et puis surtout on voit clairement c'est dans le prolongement de ce qu'il nous a dit hier, quand il dit il y a 2 mètres, la moto fait 2 mètres, il y a une moto à doubler, il faut prendre 1 mètre pour passer sur le dernier tour. C'était très très compliqué pour lui, et il a réussi d'une part à passer et d'autre part à garder la tête, donc c'était vraiment une très belle performance de sa part de faire ça à la maison, quoi. Ouais, bien sûr. Donc on va citer les autres. Donc c'est Isaac Vidales qui finit 2, Isaac qui a un temps bien roulé aussi, qui était le concurrent le plus sérieux, et Baudovini qui a aussi fait une belle course. Donc Cluzel finit 6, Perolari 7, Jules Danilo fait 12. Les autres Français, donc on a, je vais pas dire de bêtises, Xavier Navant, on était à côté du team sur la pit lane, Xavier Navant, donc du team Altogo Racing, qui vient prendre le point de la 15e place. C'est chouette. Donc ils étaient super contents, son team. On a aussi Guillaume Pau qui finit 17e. On va passer maintenant à la deuxième course du Superbike, c'est-à-dire celle qui part le dimanche à 14h. Où là c'était comment dire, c'était foufou. Ouais. Tu te souviens ce que je t'ai dit avant la course, ici sur cette table? Je t'ai dit, faut pas que Toprak s'enflamme en voulant absolument aller chercher la 3e course du week-end. Et qu'est-ce qu'il a fait? Non, mais il perd l'avant, ça arrive. Il perd l'avant parce qu'il essaie de donner un peu trop vite du gaz. Mais oui. Bon, bref. Il a 22 ans. Non, mais c'est parce que c'est pas sa faute, mais du coup derrière ça finit le championnat qui était déjà. Bien sûr. Il était déjà bien mal embarré. Oui, on est d'accord, mais bon. Du coup, en fait, la course s'est déroulée très très beau départ. Donc c'est assez engagé entre Réa, Vandermark et Razgatlioglu. Derrière, c'est Bautista qui fait un très bon départ. Il est dans les 4e. Et tout de suite, c'est une catastrophe dans les premiers. C'est Adélaïde, je crois. Ou c'est après? Je crois que c'est Adélaïde, ouais. Donc Toprak qui chute, il perd l'avant, et derrière Bautista le percute, il peut rien faire. Bautista, voilà. Les 2 pilotes vont bien. Donc la course se joue surtout entre Vandermark et Réa. Vandermark va mener pendant longtemps, et c'est Réa sur la fin qui passe et qui pour le coup, quand Réa mène, lui il fait pas d'erreur comme Caricasulo, quoi. Il a une tranquillité d'esprit. Donc Réa va gagner cette course, et 3e sera Alex Lowe. On a Chase Davis qui va finir 4 et Loris Bass qui fait une belle 5e place, donc premier indépendant. Et qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Donc Sylvain Barrier fera 13e. Ouais, Barrier, une très belle course. Et il va prendre 3 points. Donc c'est ses premiers points de la saison, c'est super. Voilà, puis donc le championnat du monde est remporté par Jonathan Ray pour la 5e saison d'affilée consécutive. Donc ça, c'est des records qui vont durer aussi. C'est bien possible. Après, on va parler un petit peu des débriefs, puisqu'on en sort juste. Donc on a eu dans un premier temps, on va parler du débrief de Marco Melandri, puisqu'il fait 6e, il est venu, donc pour lui c'était la dernière course en Europe, donc il a un petit peu parlé un petit peu de la moto et les difficultés qu'il avait à la piloter. Après il lui reste encore 2 week-ends à piloter. On a eu également les petits mots de Chase Davis qui est passé et qui justement lui était un petit peu pris dans l'accrochage entre Toprak et Alvaro, et donc il a dû écarter de l'attrage pour ça. Et la course, il avait clairement le rythme pour aller jouer avec Réa et Vandermark pour la gagne. Donc c'était assez encourageant
de ce point de vue-là, enfin de son point de vue sur son week-end, puisque c'est une clôture de week-end qui était intéressante. On a eu également Van der Mark qui est venu et qui justement lui a précisé, quand il a vu que Rea était pas noté Bautista out et qu'il était à la bagarre avec lui, il s'est dit que le Britannique allait vouloir forcément l'emporter. Et donc ça a été un petit peu... Enfin, il savait que ça allait être compliqué, il a donné tout ce qu'il pouvait pour faire, mais il a pu que constater que Rea était meilleur. Et il a surtout pointé du doigt, entre guillemets, le fait que Rea s'est pas décontenancé en début de saison, ou compte tenu de l'entrée fracassante de Bautista et de la Ducati dans le championnat, en enchaînant les victoires, il faisait deux et voilà. Donc il a réussi quand même à inverser la tendance de manière un petit peu surprenante pour tout le monde. Je crois que c'est Chas Davis qui a précisé que tout le monde avait dit que Bautista avait une main sur le trophée, sauf que toute la deuxième partie de saison a été très très compliquée. Et voilà quoi. Bon, et après il y a eu des petites piques assez acerbes de Van der Mark sur Melandri, mais bon, on va pas s'épancher là-dessus. Sinon c'était sympathique. On a eu aussi Loris Baz qui est passé, qui était très content de son week-end, puisqu'il le termine en bonne position sur la deuxième course. Et surtout ils ont identifié les problèmes sur lesquels ils doivent travailler cet hiver. Donc c'est un petit peu ce qu'ils nous avaient dit jeudi quand on l'avait croisé. Donc je vous renvoie à l'épisode de la première journée où il y a du travail à faire pour eux, et surtout peut-être un deuxième pilote à intégrer. Mais voilà, la moto, surtout ce qu'il a aussi pointé du doigt, c'est l'avantage qu'ils avaient pris sur sur ceux qui étaient derrière eux, c'est-à-dire qu'ils ont réussi quand même à mettre un écart assez important, plus de 10 secondes. Donc pour lui c'est bien, parce que il a réussi à rester accroché à Chas Davis, ce qui est pas rien, une référence. C'est ça. Donc rester accroché avec la Ducati, c'est pas rien quoi. Après il va toujours en manquer, c'est ce que disait aussi Van der Mark, il manquera toujours des petits détails pour gagner des courses, mais voilà, ce petit jeu là, c'est toujours Rea qui sort son épingle du jeu. C'était un petit peu ça le gros du débrief. Ouais, donc c'est vrai qu'il faut souligner que Baz fait des excellents résultats dernièrement. Ouais. Et donc là, il est 5e au championnat du monde des pilotes indépendants. Ouais. Mais surtout, il est 5e à seulement 7 points de la 3e place de Cortese. Donc typiquement, malgré une demi-saison, il peut aller chercher cette 3e place au classement des pilotes indépendants, et c'est pas rien. Oui, après, il est sur une très bonne lancée, progrès constant, c'est ce qu'il notait. Et on le voit tous les week-ends où ça court. Enfin, c'est intéressant de voir justement où l'équipe a pris le matériel, et le pilote également, et où tout le monde s'est rencontré, et où va le projet quoi. C'est un projet qui est plutôt bien embarqué, et qui est sur une bonne trajectoire quoi, avec un pilote qui est expérimenté et encore jeune. Donc il y a des belles choses à faire. Est-ce qu'on passe au Super Sport 300 ? Ouais, c'est parti. Ouais. Donc on avait une course très très accrochée pour la catégorie comme d'habitude. Donc on va dire qu'il y avait 4 pilotes qui se sont battus tout du long. Donc c'était Scott Deroux, le néerlandais, Ana Carrasco, Gonzalez, donc celui qui était en tête du championnat à ce moment-là, et le petit français Andy Verdoya. Donc c'était les passes d'armes tous les tours, la tête changeait tout le temps. À la fin, malgré le fait qu'il ait pris un temps la tête de course, Andy Verdoya ne pourra pas faire mieux que 4e au pied du podium. C'est Ana Carrasco qui remporte la course, donc il avait déjà remporté l'année dernière et gagné ici. Et on a également du coup Gonzalez qui finit 2 et qui est titré champion du monde. Donc c'est le plus jeune champion du monde Super Sport 300, donc 16 ans. Voilà. Donc un en devenir. Donc je crois qu'on peut écouter l'interview d'Ana Carrasco, parce qu'on l'a rencontré ce matin. Hello Ana, so we are in France in Monaco. How is your weekend so far? It's been good. We start with the third row, so it's a good point to start. Then we will see. I hope the weather will stay like this. Dry and let's fight in the race. I feel quite good, strong, so I will try to fight for the race today. Yeah, the weather were a little bit tricky on Friday on Saturday, so you manage a good qualification point so far? Huh? Yeah, it's been good because I feel really strong in the rain and also in dry, so both conditions are good for me this weekend. So
whatever happens for the race will be a good race for us. Everything with you. Yes. And this morning this was a warm-up, so you also achieved a good time. Yeah. P2? The lap time was P3, yeah. P3, sorry. Lap time was very good. Yeah. Because, the pole last year was 54.0. We did 4 tenths slower. Yeah. It's quite good in 3 laps. So Yeah. I hope for a fast race. I think we will break the record today because the track is quite good. We have a good grip, so we need a fast race. Yeah. And what are your expectations for today and also for the end of the season, for the last two races after? The championship is difficult now. Yeah. The situation is quite difficult for us. But yeah, I hope to try to win today will be a perfect result, and then we hope for some fault of Gonzalez. And yeah, I don't know. I hope to can arrive to Qatar with some option to win the championship, but depend also of the result of Peru, also Verdoya. So we have to keep going, try to win, and then after the race we will see what is the situation. Yeah. Okay. Correct me if I'm wrong, but you win last year here, and you win the championship here last year. What do you think about the track, and is it now a special track for you? Or? Yeah, for sure it's special to ride here. It's not one of my favorite tracks, but this year it's been really good. And also I have a good memories from last year, so it will be really nice to finish on the podium today in this special place. So, last question will be for the next year. Do you have already some option or discussion with to continue in this category or to change? Really, I don't know. Yeah. Many things about next year because I prefer to finish the season and then start thinking about next season. But I want to continue with Probek and Kawasaki, and then we will see if we continue 300, we change something. But for the moment, I want to continue with Probek. Okay. That's all for us. Thank you a lot. Thanks a lot for your time, Anna, and have a good race this afternoon. Thanks a lot. Voilà, donc c'était la course de clôture de ce week-end à Magny-Cours, qui était, on va dire, haut en couleur, on va dire. Mais évidemment, on ne peut pas partir sans remercier tous ceux qui font que la course peut être possible. Oui. C'est-à-dire évidemment les organisateurs qui nous permettent d'être là, etc. mais surtout tous ceux qui sont en orange au bord de piste. Donc les commissaires de piste qui sont au poste, les commissaires techniques qui sont à la vérification des motos. Et dans ce but-là, on a rencontré Audrey, donc qui était bénévole au GMT, qui est souvent sur les bords de piste en tant que commissaire technique ou en tant que commissaire de piste, et donc elle va nous présenter un petit peu toutes les spécificités de cette activité, parce que c'est principalement pratiqué par des bénévoles. Donc on va l'écouter et on est très content d'avoir pu la rencontrer pour parler justement de ce point, parce que sans eux les courses pourraient pas se faire et on pourrait pas profiter tous de ce chouette sport. On l'écoute. Salut à tous, on se retrouve après Magny-Cours avec Audrey. Exactement, après Magny-Cours pour le coup. Voilà, après Magny-Cours, puisque on s'était croisés à Magny-Cours, il y a eu des belles photos quand même. Oui, voilà, j'ai eu des petites photos souvenirs, mais toi t'as pas assuré quoi. Ah, ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Heureusement, on n'habite pas loin et on peut le refaire. Voilà, on peut le refaire. Deuxième et prise. On est également avec Will. Bonjour. Alors, qu'est-ce que tu faisais donc à Magny-Cours, puisque tu me l'as déjà dit dimanche, et d'ailleurs tu nous as fait visiter des belles choses. Oui. T'es content ? Ouais, c'était cool. Tout le monde était ravi ? Ouais, alors c'est le principal. Je suis là pour faire plaisir, moi j'adore ça. Donc à Magny-Cours, j'étais là avec le GMT pour la deuxième année consécutive, donc depuis qu'ils sont arrivés en Superbike, en World Superbike. J'ai toujours été un peu bénévole avec eux, aussi bien au circuit Carole que sur des entraînements ou sur les journées frissons que Christophe organise avec ses partenaires. Et donc depuis l'année dernière, je suis heureuse élue de bosser avec eux sur le World Superbike. D'accord, donc sur tous les événements, enfin toutes les étapes à Magny-Cours du coup. À Magny-Cours, voilà, j'y suis en gros la semaine quoi. Quand il y a l'Hospitality. Oui, à l'Hospitality et du coup au box, parce que nous on est quand même arrivé mardi. Donc dès le mercredi matin, on s'est mis avec les garçons, tous les techniciens, les ingénieurs, on monte le box tous ensemble. Donc moi je leur file un coup de main vu que je suis là et que t'as des bras.
Et que j'ai des bras pour le... Voilà, c'est pas parce que je suis une fille que je ne sais pas monter un box. Donc voilà, je les ai aidés à ça. Aussi pour l'hospitality, à tout installer. Et donc dans le week-end, donc à partir de jeudi, les gens commencent à arriver. Donc on avait une promo à 40 € pour les membres du club de GMT 94 France. Ouais. Donc qui a super bien marché. On a eu plus de 2700 personnes, il me semble. Et voilà, donc pour les 700 premiers, on avait une visite du box. Il fallait confirmer la réservation, je tiens à le préciser. Et voilà, donc accueil des membres du fan club. Et puis j'ai aussi assisté Corentin et Jules sur leur séance de dédicace, qui est super sympa. Et puis voilà, un peu mon rôle sur le Superbike de ce week-end. Mais on va parler d'un autre sujet, puisque tu es aussi commissaire de piste. Oui. Et c'était d'une part important pour nous et aussi pour toi de parler de ce rôle, puisque mine de rien, on les voit pas beaucoup, on va dire, sur un week-end comme ça. Et sans eux, on pourrait pas, il n'y aurait pas ce genre de course, que ce soit au niveau mondial ou même au niveau national. Hein. Oui, on en parle tellement peu. Ouais. Voilà. Donc on va faire un petit peu le tour de cette activité. Alors justement, est-ce que pour toi c'est un vrai métier ou est-ce que c'est... Alors c'est bien plus qu'un hobby, hein. Malheureusement pas un métier. Donc on va rester entre les deux. Une passion forcément, parce qu'on ne peut pas le faire si on n'est pas passionné. Clairement, voilà, on a la pluie, on a le cagnard, on a du givre, de la grêle, du chaud, du froid. Enfin voilà, faut vraiment être passionné à 100 000%, quoi. C'est la primordialité de la chose. Après, l'adrénaline qui nous fait tenir aussi, hein, forcément, parce que sur une chute, tout de suite on est alerte. Parce que Will aussi, toi t'es commissaire de piste aussi. C'est ça, je suis commissaire de piste aussi. Et il m'a rejoint du coup, parce qu'il me voyait, il venait avec moi sur les courses. Et puis il restait toujours derrière de l'autre côté du grillage. Voilà, donc il me regardait bosser pendant que lui il faisait rien. Hein. Au départ c'était en tant que spectateur et puis après je l'ai suivi, puis après c'est fini en bord de piste. D'accord. Souvent au même poste ou pas? Toujours. Toujours. Par contre je l'ai pas formé parce que je voulais pas. Parce que bon, après, c'est un coup à ce que je l'engueule et que. Non. Tu m'as mal formé. Voilà. Non, c'est lui s'il fait des bêtises, ça me plaît pas. Mais non, il en fait pas déjà. Et après, l'erreur est humaine, ça peut arriver. Mais oui, voilà, il me suit maintenant. D'accord. Donc on va passer, on va dire, la première question, c'est vraiment comment est composé un poste de commissaire de piste en bord de piste justement. Alors, te donner un nombre, je pourrais pas, parce que ça dépend de l'épreuve, ça dépend du virage, ça dépend de plein de choses. Mais on a 2 postes essentiels qui peuvent se répéter, mais on a 2 postes. On a le poste des drapeaux, donc la signalisation, donc là qui va indiquer tout un tas d'informations aux pilotes. Et le poste d'intervention, où là on a tout ce qui est balai, saut de poudre, sangle, glisse-roue, extincteur, bloc doctor, tout ce qui va servir à l'intervention en cas de chute. Et donc ça, après, suivant le virage, c'est plus ou moins positionné en fonction de la vue des pilotes. D'accord. Et donc, on n'en a pas parlé, mais le rôle principal, donc, même pas principal, c'est le rôle des commissaires de piste, c'est avant tout la sécurité des pilotes. C'est-à-dire, d'une part, en cas de chute et en cas de danger un peu plus tard sur la piste. Oui, voilà, ça peut être aussi bien une chute que suite à une chute de l'huile ou tout simplement des débris qui sont en pleine piste. Après, nous, on informe la direction de course par radio. Eux vérifient avec leur super caméra de savoir si c'est hors ou dans la trajectoire. Il peut y arriver qu'il y a un slider ou un bout de caoutchouc qui se soit barré de la moto, et voilà, si ça ne présente pas de danger, on va y aller peut-être un petit peu plus tard, on va attendre que la séance se finisse, ou sinon on envoie quelqu'un, en général il demande quelqu'un assez sportif pour pouvoir courir entre deux paquets. Pilotes, entre deux paquets. Je sais pas pourquoi, à chaque fois c'est tout le temps moi qui est désigné. Ah oui, c'est toi. Non, ça va. Il court bien. C'est ça. Et donc comment on devient commissaire de piste justement? Il y a des diplômes Alors oui,
il faut passer donc une formation suivie d'un examen. En général, c'est sur une demi-journée. On a une partie donc théorique où on nous parle du rôle du commissaire, on nous parle des drapeaux, on nous parle des différences entre la vitesse et le cross et autres disciplines. Et après, la deuxième partie, on nous donne un QCM d'une 50aine de questions, 55 je crois, je suis pas certaine, je me rappelle plus, moi ça fait longtemps, ça 45, fait 6 ans. Non, il y en a plus de 50, je sais plus, mais enfin bref. Et donc voilà, on a le résultat tout de suite, et puis on est commissaire de piste comme ça. Et après, roule ma poule donc. Et roule ma poule, voilà. Après, faut se renseigner par rapport à sa ligue. Ouais. Je sais que, moi je suis de région parisienne, mais j'ai passé mon examen au Mans. Donc eux proposent relativement beaucoup de sessions. C'est la CO qui l'organise ou ouais. Oui, c'est ça. Okay. Donc c'est sur des demi-journées, quoi. Le matin en général, faut se lever tôt. Et donc tu me disais que c'est valable au niveau international à vie. Oui. D'accord. Oui, quand on le passe, c'est à vie. D'accord. Voilà. Pourquoi c'est quoi les Non, parce que en fait, en voiture, ouais. On doit passer un séminaire tous les... Ah, moi, je sais même plus. Là, il y a un recyclage. Oui. Ouais, d'accord. Normal. Après, je trouve ça normal parce que on a des nouveaux règlements, on a des nouveaux championnats qui arrivent, que ce soit pro ou amateur. On a des nouveaux championnats qui se créent. Et un règlement, je dirais que la sécurité des pilotes, c'est la même. Mais il y a des règlements qui peuvent changer, il y a des évolutions comme dans la voiture, on voit arriver, et d'ailleurs aussi dans la moto, on voit arriver l'électrique. Donc, clairement, il faut être formé là-dessus. Ouais. Ou l'hydrogène aussi qui commence à se développer. En voiture, on a eu l'essai aux 24 heures du Mans de cette année d'une voiture hydrogène. Alors on a bien eu le briefing qu'il fallait pas se trouver à 80 mètres, je sais plus. Ouais, fallait être à au moins 50 mètres de la voiture. Pour pas avoir de problème, quoi. D'accord. Mais justement, c'est bien que tu parles de l'électrique, puisqu'il y a eu la Moto E qui a démarré cette année avec, sur les week-ends de MotoGP. C'est ça. Et il y a eu quand même quelques chutes où on les a vu intervenir avec des perches qui sont normalement pour les interventions en haute tension, quoi. Et avec des gants nitriles. On est censé avoir des gants spéciaux, c'est ça. Ouais, c'est ce qu'on a en voiture. Ouais. Et donc ça, en voiture. En voiture, on en a des gants. Parce que oui, sur les 24 maintenant, elles sont hybrides. Oui. Ouais, donc il y a des interventions. Oui, il y a des. Ouais. On a des signaux sur les voitures qui nous disent si c'est. On nous dit qu'il y a des signaux et que si c'est vert, on peut y aller. Quoi qu'il arrive, il faut quand même prendre des gants. Ouais, faut quand même faire attention. Mais je suis certaine, et j'ai même pas eu spécialement, même moi, dans les briefings spéciaux par rapport aux voitures électriques, aux motos électriques. En même temps, au Mans, elle était annulée la manche, donc bon. Ouais, c'est vrai que ça avait été annulé. Malheureusement, ils ont préfet juste avant. Ouais, c'est ça. 2 semaines avant, vraiment. Quoi, oui, pas très longtemps avant, et du coup, c'était pas. Et donc, on en avait parlé aussi rapidement, c'est international. Du coup, donc tu peux officier un peu partout. Exact. Ouais. Exact. On est obligatoirement international quand on est en moto. Ouais. Alors qu'en voiture, il faut passer. C'est suivant. Il faut repasser un autre examen. D'accord, c'est d'autres degrés encore. Alors moi, j'y suis passée directement parce que j'avais une bonne note en fait. Mais maintenant, ça a changé et on est d'abord national et après, il faut repasser être international. D'accord. C'est quand même bien foutu cette affaire. Oui. Après, je trouve que pour le coup. C'est intéressant d'aller voir ce qui se passe dans les autres circuits. Moi, je l'ai fait. Je suis allée en Angleterre cet été, au mois d'août, à Silverstone, pour le MotoGP. J'ai choisi ce circuit pas forcément par hasard, parce que je suis une grande fan de Sam Lowe. D'accord. Alex aussi, tant qu'à faire. Hein. D'ailleurs, on était au box juste à côté ce week-end dernier, donc c'était très bien. T'as fait ta groupie ou pas ? Non, même pas, parce qu'on m'a donné un pass média à un moment donné, donc je sais que je peux rentrer dans le box, mais j'osais même pas y aller. Et pourtant, on s'était vu la veille, on a parlé, il me connaît si tu veux, mais moins que son frère, mais j'ai pas osé. D'accord. Et c'est Thierry donc qui bossait avec moi, qui m'a pris par la main, il m'a dit allez, on y va. Ouais, c'est ça. Mais oui, là, donc je suis fan des Loves, donc c'est pour ça que j'ai choisi Silverstone. Et ma foi, c'était super sympa, un accueil
Un accueil du tonnerre, vraiment, franchement. D'ailleurs, je crois que si j'y vais pas l'année prochaine, ils viennent me chercher par la peau. Hein. Ah, d'accord. Ah oui, enfin, clairement, je suis prévue pour l'année prochaine, obligatoirement. Cool, ah ouais, non, mais c'est vraiment une ambiance de dingue. Déjà, je suis arrivée, t'as 3-4 couples qui sont venus me voir, à me demander si j'avais besoin d'aide, de savoir pourquoi j'étais là, pourquoi j'étais toute seule, parce que du coup, alors je leur ai dit que j'étais toute seule, voilà. Et puis non, une superbe ambiance même dans le camp, hein, on a en Angleterre on a un concert le samedi soir juste pour nous dans cool, le campement et c'était génial quoi. Puis c'est à ce moment-là qu'il y en a un Nathan qui m'a dit Nathan en anglais, en français qui m'a dit que je faisais partie de la famille donc en 3 jours quoi tu vois et ça fait super plaisir, c'est génial. Et donc comment est-ce qu'ils intègrent les étrangers comme toi qui parlent pas du coup c'est pas leur langue natale, est-ce qu'ils te mettent avec des locaux histoire de pas perturber la réactivité de la chose, parce que je pense que quand tu parles pas la langue. Ah mais moi je parle la langue. Non mais même quand tu la parles, ils acceptaient même que Will vienne alors qu'il ne parle pas anglais. Ah d'accord. Voilà. Okay. Mais bon, il était avec moi donc. Mais de toute façon, non, on est intégré dans une équipe comme si on était anglais quoi. Enfin, d'accord. Parce qu'en cas de crash, des fois, faut peut-être réagir. Mais la réaction elle est la même en fait. D'accord. Si tu veux. Ouais. Après oui, je vais pas peut-être savoir dire à la radio que le bras oscillant il est mort. Ça tu vois. Enfin, voilà. C'est des trucs que non forcément c'est un vocabulaire spécifique et je l'ai pas. Clairement, je l'ai pas. Moi, c'est de l'anglais courant, un peu course, parce que ça peut m'arriver de regarder les GP en anglais. Je n'ai pas tout le vocabulaire qui est nécessaire pour prendre la radio. Ça, c'est clair, et j'ai pas voulu prendre la responsabilité de le faire. D'accord. Maintenant, l'intervention, c'est la même. Ouais, le pilote chute, le pilote chute, t'y vas à point, quoi. Enfin, red, yellow, et puis voilà. Voilà, une intervention, que ce soit en anglais, en italien, en espagnol ou en français, c'est... On réagit, on fait ce qu'il y a à faire, on sort la moto, on met le pilote en sécurité. Sans y toucher, on n'a pas le droit. Sans y toucher. Ça, c'est réservé aux militaires. Mais voilà, c'est... On va dire, quand tu es sur une intervention, à part si tu as une surchute, donc comme j'ai pu avoir ce week-end à Manicourt, j'étais au virage d'une armoirie. En fait, on a eu une triple chute. Je commence à relever la moto, tout ça. Je commence à partir avec le pilote qui était à côté de moi. Et à un moment, je lui dis, cours. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une surchute derrière. Un 4e pilote qui est tombé. Et on s'est pris la moto est passée à 2 mètres derrière nous. Quoi. Toujours regarder la piste. Donc c'est pour ça que voilà. Vu que j'avais les yeux sur la piste, donc ça m'a permis de, entre guillemets, nous sauver aussi, parce qu'on aurait pu se faire faucher par la 4e moto qui était tombée. Quoi. Mais après, voilà, on n'a pas besoin forcément de paroles sur une intervention. On fait notre travail. Si on a besoin de parler, c'est pour dire cours ou fais attention à ça, parce que voilà, c'est surtout la surchute ou le danger qui peut venir par la suite. Quoi. D'accord. Après, il y a des différences. Clairement, le drapeau bleu, donc c'est bien spécifique sur les courses. C'est pour dire que l'attardé va se faire rattraper par le premier, ou par la tête, du moins. Après, en Angleterre, ils l'utilisent aussi s'il y a un pilote qui se loupe un peu dans son freinage et qui prend large. On le prévient qu'il y a quelqu'un d'autre qui va le dépasser. En fait, c'est comme en voiture. D'accord. En voiture, tu as le drapeau bleu pour dire attention, il y a plus rapide derrière toi. Là, c'est utilisé pareil, même en moto, sur les essais. Tu vois, et que ce soit attardé, que tu te fasses prendre un tour ou que tu sois dans un rythme. En fait, pour les essais, c'est pour dire tu as un rythme différent des autres. Attention, tu vas te faire dépasser. Et dans la course, c'est pareil qu'en France. C'est pour dire que tu te fais rattraper par la tête. Pareil au niveau du matériel en Angleterre, c'est les commissaires qui prennent la civière. D'accord. Alors que chez nous, c'est le médical, on l'emmène pas avec nous. Alors que là, sur une chute, si le pilote reste au sol, c'est les commissaires qui prennent la civière et c'est les commissaires qui portent le pilote. Et c'est le service médical qui le brancarde. Ça, il n'y a pas de souci. Qui l'installe, mais qui le transporte, ce sont les commissaires. D'accord. Alors que chez nous, non, c'est tout le médical. Ouais, des petites subtilités. Voilà, c'est des petites différences qui sur le coup, ça m'a fait bizarre, mais quand on m'a dit toi, tu prends la civière, quoi ? Ah bon ? Voilà, bizarre, mais. Bientôt Laguna Seca, du coup, alors, ou pas ?
Ça fait loin. Ça fait loin, ouais. Tu me payes le voyage, on y va? Non, Phillip Island, j'aimerais bien. Ouais, pour le coup, je sais pas lequel est le plus cher. Mais... Ah non, bah là, Phillip Island, je crois que tu prends 15 jours de vacances et t'en profites pour aller au MotoGP. Surtout, quoi. Oui, oui, peut-être. Ouais, ça serait le circuit de rêve à faire. Ouais, je pense. Bah, le circuit, parce que le pays aussi. Hein. Moi, c'est un de mes pays depuis que je suis toute petite où je rêve d'aller. Donc, voilà, de toute façon, les deux vont ensemble. Mais non, avant il y aura autre chose. Déjà que je fasse l'Europe, déjà, ça sera bien. Et justement, t'as fait que l'Angleterre pour le moment ? À l'étranger, j'ai fait que Silverstone. D'accord. Voilà. Ouais, donc il y a un paquet de courses à cocher. Il y a un paquet de trucs à faire avant. Mais bon, ouais, le budget pour... puis il y a le TT à faire aussi, forcément. Et justement, ouais. Est-ce que le TT, est-ce que t'as une idée de combien de commissaires il y a sur le TT ? Parce que c'est un circuit qui fait quoi, 70 km ? Alors là, combien de commissaires, j'en sais rien du tout. Je sais que il y a mon petit filleul Vincent, c'est un commissaire que j'ai formé cette année. Et il est trop mignon, il m'appelle marraine et tout parce que c'est moi qui l'ai formé, donc je l'adore. Et du coup, lui a fait le TT en tant que commissaire. Il y allait en public. Et on lui a proposé d'être commissaire. D'accord. Donc du coup, il était super content. Il a dit oui. Et le gars, sa première course, c'est le TT, quoi. Enfin, tu vois le... il a la classe, quoi. Et toi, Will, la première alors ? Il y a 2 ans maintenant, les 24 heures du Mans. Ouais. Première course, première énorme course. Donc en binôme avec ma petite Bretonne. Non. Ah oui, la Bretonne, parce que pas moi. Mais ma petite femme était pas loin derrière aussi. Ouais, en général, on est forcément sur les postes ensemble, mais pas dans la même. Pas dans le même binôme, si tu veux. D'accord. On essaye tout le temps de se séparer, mais il y avait des moments où, comme la photo montre, où on va ramasser le CERT ensemble. Pas le CERT, le Junior Team, pardon. On a ramassé Hugo Claire dans la photo qui est accrochée au mur là-bas. On a ramassé Hugo Claire ensemble. Et ça fait des beaux souvenirs, quoi. Ouais. Comme quoi, on peut être commissaire et avoir une vie de famille et une vie sociale. Non, parce que c'est vrai que de mars à novembre, enfin, surtout avec la voiture en plus, pour le coup, j'ai les 2 disciplines. Et c'est vrai que de mars à novembre, les gens ne nous voient pas beaucoup. Parce que, on court sur les circuits, ou sinon, on a les enfants, ou j'ai mon groupe moto aussi que j'ai créé, donc... on est 35, je crois, 38. C'est quoi le groupe moto, du coup ? Incognito. Ah, ok. Alors, bisous mes incognitos d'amour. Je suis leur patronne, je suis leur maman, enfin voilà. Et du coup... T'organises les virées, les balades et tout. Ouais. Okay. On a 2 road trips dans l'année. Et moi, de quelle période ? Tiens, du coup, on va alors, on en a un en mai et un en septembre. D'accord. Tout le temps. Tout le temps ? Oui. Là, le dernier, on a été dans les Ardennes. Et on était 10... Puis il y a eu la baie de Somme, la Normandie. Il y a plein de trucs. Ce qui est drôle, c'est que le seul où on n'a pas pris la flotte, c'est quand t'étais pas là. Il y en a qu'un seul. Et il a plus ce week-end à Manicourt, je veux pas dire. Mais... Ouais, bon, ça va, c'est bon. C'est comme Marion qui me disait il flottait au bol, t'y étais, il flotte à Manicourt, t'y es. Bah ouais, d'accord, ok, bon. C'est ce qu'a dit Loris Baz. Il a dit que c'est de ma faute aussi. Non, Loris Baz. C'est pas gentil, il a dit que c'était possible qu'il fasse plus de tours à Manicourt. Ouais, c'est possible, ouais, le pauvre. Non, le bol, c'était vraiment... une autre expérience, d'ailleurs, au bol, parce qu'on parle de commissaire de piste, mais il faut pas oublier qu'il n'y a pas que ça. Il y a les commissaires techniques, il y a les commissaires sportifs, il y a la direction de course, il y a aussi les commissaires de stand. Et j'étais commissaire de stand donc, au bol pour la première fois cette année. Et alors c'est complètement différent parce que quand on est en bord de piste, on a l'adrénaline de voir une chute. Commissaire de stand, c'est-à-dire t'es dans la pit lane et tu gères les départs. On est sur la pit lane et on a 1 ou 2 ou même 3 motos, 3 équipes à gérer. En gros, si tu veux, c'est dès qu'ils font des relais, en endurance par exemple, quand ils font des relais, il faut vérifier ce qu'ils font. En fait, qu'est-ce qui change, quel pilote part, quel pilote revient, le nombre, enfin voilà. C'est différentes choses à signaler en direction de course. On a un petit calepin où on note tout ce qu'ils font en fait. D'accord. Voilà, donc pas plus de 4 mécanos sur la moto en même temps. Si le pilote touche la moto, il est considéré comme un mécano, donc plus que 3. Voilà, puis des détails comme quoi, je sais pas, par exemple l'essence se fait en dernier, on n'a plus le droit de retoucher à la moto après.
Ou si t'as oublié de resserrer la roue, et t'es obligé de remettre la moto dans le box et de la ressortir pour. Enfin voilà, c'est les subtilités de règlement qui doivent être surveillées et appliquées. Et pour le coup, c'est super intéressant parce qu'on est au plus près des teams. On sent la tension, là pour le coup encore plus, parce qu'avec le temps qu'on a eu, comment te dire. En fait, le problème du circuit Paul Ricard, c'était au final, il a pas plu de temps que ça. J'ai déjà vu pire niveau pluie, mais il y avait du vent en même temps. Et le drainage de la piste. Clairement, les 3 réunis ont fait que la direction de course n'a pas eu le choix. C'était vraiment dangereux. Et j'ai vu des pilotes sur Facebook qui ont remercié la direction de course d'avoir arrêté parce qu'ils étaient flippés. Quoi. C'est pas le but du jeu de les mettre en danger. Ils s'en mettent quand même assez puis bon. tout seuls. Et puis le pauvre Loris et pauvre Erwan qui ont perdu leur moto... c'était vraiment pas... Ça aussi, ça s'est même senti dans les... Enfin, c'était vraiment une ambiance bizarre, en fait. Ce bol d'or était vraiment particulier. C'était une ambiance très pesante, très, très frustrante. Même pour nous. Hein. À partir du moment où tu as une interruption de course aussi longue, forcément, ça pèse. Et puis, quand tu as des accidents... Et puis, on vient tous pour faire 24 heures, en fait. Ouais, voilà. On vient tous pour faire 24 heures. Les pilotes, nous, on est réglés comme ça. On a nos relais à effectuer. On sait que... Voilà, à partir de temps jusqu'à temps, on a notre taf à faire. Et le fait de se voir arrêter, je sais pas, c'est frustrant. Mais même eux, les mécanos, parce que j'étais avec la Tati Team pour ce bol d'or, et même eux étaient bizarres. Johan était fatigué. C'est bizarre, hein, il était fatigué d'avoir repris à 6 heures alors qu'il avait pu dormir. Alors que sur un 24 heures, ils dorment moins, quoi. C'était bizarre. Mais ils ont l'adrénaline qui les tient. Oui. Ouais, parce qu'on essaie de se prendre un rythme physique et mental. Et le fait que tout soit changé comme ça, c'est... on perd tout, on perd ce rythme, et puis on n'a plus du tout la même envie, on va dire. Et donc la prochaine course, c'est quand ? Parce que là, septembre, t'as dit jusqu'à novembre. Alors moi j'ai le slalom, c'est une course au Mans, il me semble, sur le circuit de karts, je crois. C'est la première année que je le fais, celui-là, parce que c'est en même temps que l'inter-écurie, et l'année dernière j'avais fait l'inter-écurie, et voilà. Après il n'y a plus que ça. Pour moi... Ah si, on aurait dû faire l'Ultimate Cup, c'est une manche amateur très sympa, très très bonne ambiance. Mais c'est à Magny-Cours et c'est un problème de calendrier. C'est mon week-end maman, donc c'est un peu compliqué de finir à 19h à Magny-Cours et d'être rentré à 18h30. C'est pas possible. Voilà. C'est beau aller vite, remonter le temps. Et toi, t'as plus rien ? C'était la dernière. Voilà. C'était la dernière Magny-Cours, du coup ? Pour moi, c'était la dernière de cette année. Donc la prochaine, ça sera l'année prochaine ? Mois de mars. Le France Superbike au Mans. Ah ouais. C'est la première de l'année. 24, quoi, la première de l'année, derrière les 24. Ouais, c'est ça. Puis et derrière on enchaîne. Et du coup, on s'est acheté une caravane carrément, qu'on laisse à l'année au Mans. On est tellement là-bas. Oui. On est à 1h20 du Mans, on essaye de faire le maximum de courses là-bas. Ça, il y a du bon côté. Ouais. Et du coup, avant, on avait la petite tente, après, on a eu la grande tente. Et c'est vrai que installer... Un petit confort et tout, quand même. Avec le chauffage et tout dans la tente, s'il te plaît. Hein. On avait le chauffage soufflant, celle que j'avais aux prises pour le bol d'or. Mais non, c'est chiant. Installer, redémonter. S'il pleut, tu ranges la tente complètement à l'arrache. Mouillée, à l'arrache. Et puis, tu es obligé de tout étendre un peu après à la maison. Heureusement, on a la maison, on peut étendre, mais ceux qui sont en appartement, c'est un peu plus compliqué. Mais non, au moins là, on a la caravane, on la laisse à l'année au Mans. On la récupère quand même pour l'hivernage, parce qu'ils veulent pas trop qu'on la laisse là-bas, après c'est normal. Mais on la récupère après la dernière course en novembre, et puis on la ramène en mars, quoi. On est bien. Une affaire qui roule ? Ouais, ça roule. Prochaine étape camping-car, prochaine étape mobilhome. Non. Le petit camion du GMT est pas mal quand même. Ouais, faut que je demande à Christophe. Pour deux, c'est grand. Petit appel à Christophe. Non, c'est peut-être un peu de Just pour deux. C'est Just pour deux. Tu rigoles. Non, mais il y a les enfants aussi qui viennent des fois avec nous sur les circuits, donc il faut pouvoir là avec la caravane, on est tranquille. Pour 4, ça suffit. Ça gère bien. Ouais. Un petit souvenir de piste du coup, avant de se quitter. Les derniers 24 heures.
J'ai jamais autant travaillé en si peu de temps. Et tous mes collègues m'appelaient le chat noir. On va remonter 7 bécanes en l'espace de 3 heures. Ah bah sur les 3 premières heures, ouais, ils m'ont dit, mais t'es un chat noir, c'est pas possible, quoi. Et là encore, notre petit Vincent qui est venu à Manicourt, là, venu en spectateur. En spectateur Manicourt. Et quand je lui ai dit j'ai encore une quadruple chute, il me dit mais t'es un vrai chat noir, toi, t'es pas possible. Tu vas avoir des virages à ton nom bientôt. J'espère. Non, voilà, non. Non, mais dis-toi, après... c'est pas possible, t'arrêtes pas, quoi. Non, moi, des souvenirs de piste, j'en ai plein, tu sais, en 6 ans, j'ai vu plein de trucs. Après, ouais, il y a des tristes, il y a des plus joyeux. Après, celle de Paul, elle est pas mal, quoi. Celle de Paul, elle est pas mal. Paul Mazot, j'étais sur une manche de Promosport à Carole. C'était le jeudi, donc les essais, j'étais toute seule en poste. Et il s'en met une bien comme il faut. Et j'arrive près de lui, après avoir traversé le bac. J'arrive près de lui, il est inconscient. Et c'est mon premier. D'accord. C'était mon premier pilote inconscient. Et donc je me suis mis à sa hauteur, donc allongé par terre. Hein. Et j'essayais de le réveiller. Je n'osais pas toucher. Parce la seule chose qu'on a le droit de faire, c'est leur ouvrir la visière. Ouais. Mais même ça, j'ai pas osé. Parce que je me suis dit, on sait jamais c'est. Même moi, ma visière, des fois, elle accroche un peu. Ouais. Et je me suis dit, si elle accroche, la sienne, c'est mort. Enfin, je veux pas y toucher. Bref. J'ai réussi à le réveiller à force de lui parler. Et il a commencé à vouloir bouger. Et je fais, non. Tu bouges pas. L'ambulance arrive. Moi, j'avais déjà communiqué avec à la radio avec la direction de course. Et Paul est revenu dans l'après-midi. Parce qu'en fait à Carole le poste est facilement accessible par le spectateur, ils peuvent venir te voir relativement proche et Paul est venu avec je crois me souvenir qu'il avait le bras en écharpe juste pour me dire qu'il allait bien, juste pour me dire, et ça waouh. Et puis maintenant c'est un pote, on se voit à chaque course qu'il fait, à chaque course il s'arrête après le drapeau à damier pour me faire un câlin, et d'autres aussi hein, comme Martin ou Thibaut s'arrêtent aussi à mon poste pour me faire des câlins. C'est mon voilà, avec mes petits chouchous, c'est doudou, quoi. Ouais, j'ai plein de chouchous et c'est un peu le rituel. Le rituel de damier, c'est qu'il vienne me faire un petit câlin. Et c'est vrai que Paul maintenant c'est un pote, et une drôle de manière de te faire des copains, toi. Oui, t'as vu. Bon, il y en a pas beaucoup qui veulent être copains avec moi, je sais pas pourquoi. Non mais voilà, c'était un fait important parce que voilà mon premier, parce que oui quand même. Et puis voilà, après ce qui m'importe et ce qui me fait tenir et ce qui fait que je sois passionnée aussi, c'est la reconnaissance qu'ont les pilotes. Quand tu vas les applaudir après la course sur le bord de piste et que t'as juste un signe de la main, c'est top. Parce que ils s'arrêtent pas tous faire des câlins, donc il y en a qui font que des. C'est quand que tu tiens la moto de Rossi du coup j'espère pas la tenir, ça voudrait dire qu'il s'est cassé la gueule. Mais quand il s'arrête à la fin, t'as pas vu? Quand il s'arrête à la fin. En Argentine, il y a eu une belle photo cette année d'un mec. Oh là là, mais jamais de la vie. Non, mais c'est lui qui lui a dit de s'asseoir dessus. C'est Rossi qui lui a dit de s'asseoir dessus. Non. Si. Ouais, mais non, mais jamais la vie, je le ferai pas, moi. C'est pas possible. Non, mais non, enfin... Même sur celle de Sam, mais pourtant, Sam... N'importe laquelle, de toute façon. Sam, il me connaît, dès qu'il me voit... on se fait toujours... Ouais, encore des câlins, hein. Câlins, bisous. Puis en plus, là, j'étais chez lui à Silverstone, donc j'ai eu le droit à la visite du camion et du box. Voilà, c'était génial, mais... Même sur la sienne, j'oserais pas, ou même sur celle de Paul, j'oserais pas juste la tenir pour qu'il fasse un coucou au public, ok. Ah oui. Mais s'asseoir dessus, mais non. Enfin, après, je peux pas juger, mais moi je le ferai pas, en tout cas. T'es bien monté sur ma moto, hein. Mais t'es pas pilote, toi. Pas pilote. Bon, sur ce, un petit mot à rajouter ou pas? Ou on a fait le tour? Ah si, il faut dire que c'est bénévole. Ah oui, quand même. C'est vrai. Ouais. Quand même. Et c'est pour ça d'ailleurs que la passion nous fait tenir, parce que je pars du principe que voilà, on est bénévole, tu me donnes c'est bien, tu me donnes pas, c'est
pas grave, je suis là quand même. Le plus important, c'est qu'on le fait par passion. Quoi. Voilà, faut pas oublier ça. Sur ce, Audrey, merci beaucoup de nous avoir expliqué tout ça. Parce que c'est, mine de rien, très important d'expliquer un petit peu le rôle, comment ça se passe. Parce que c'est sans commissaire, pas de course. Et c'est pas ça, de course, notre petit cercle à nous. Il y aurait pas de pilote, on ferait pas ça. Mais si nous on n'était pas là, ils courraient pas. Donc c'est un cercle où on est dans la même famille, on est dans la même galère des fois, mais on a c'est pour tout le monde pareil et c'est pour ça que c'est important d'avoir une reconnaissance de la part des pilotes. Parce que nous on est là pour les sécuriser, les supporter et des fois malheureusement les ramasser. Malheureusement des fois les ramasser, mais bon après ça fait partie du jeu, ils le savent aussi. C'est ça. Mais c'est important. Et voilà. On finit là-dessus ? Allez. On finit là-dessus. Bon. Eh bien, il va falloir rendre les chasubles. Oh merde. Ils sont bien ce qu'il y a des poches. Tu peux le garder, mais la caution, elle est perdue. Quoi. Ah bon. La caution, c'est pire. Écoute. Mais moi, c'est la clé de casier. Soit. On va les restituer alors. Alors, débrief à chaud, les copains, c'était bien, c'était pas bien, c'était top, c'était super top. Steph, le dernier arrivé du coup. Super top. Moi, j'ai rien foutu. C'est-à-dire que vous êtes arrivé, vous avez récupéré les passes, les chasubles, vous saviez où se trouvaient les choses, vous saviez où se trouvaient les gens. Moi, j'arrive, hop, VIP. Voilà. C'est ça. Non, mais plus sérieusement, je pensais bien que c'était bien organisé, tout ce tintouin, mais c'est vraiment très bien organisé. Ça pas tout. Ah bon, t'as des trucs à dire. Alors attention, la conf de presse pilote, c'est un peu le bordel. Non, mais je parle de la d'une manière générale. Infrastructure, circuit, salle de presse, les papiers d'écrivant. Il y a même les bios des pilotes. Non, mais c'est vrai que ça évite de faire des impairs. Genre, c'est ça. Alors, vous avez 23 ans, vous êtes 7 fois champion du monde. Pas du tout. Ah, pardon, excusez-moi. On va jouer l'hymne albanais. Ben non, ça c'est au foot. Non, et franchement, pour revenir au principal, c'était quand même double feu d'artifice parce que Mayas vainqueur en France. Déjà Mayas vainqueur en France. Une petite Marseillaise. Voilà. Ouais. Et puis Ray champion du monde, même si c'était faisable, c'était pas probable. Ouais. Et ça s'est fait sous nos yeux, ébahis. On l'a vu se pointer en parc fermé avec son petit nœud papillon nord-irlandais vert là, vert kawa ou vert nord-irlandais. Les deux vont ensemble. Donc franchement. Et puis ce qui m'a frappé aussi, c'est la super patience des pilotes, parce que attention, dans le parc fermé, ils les font aller répondre aux caméras d'abord, chacun son tour. On le voit aussi en MotoGP. Après, il faut qu'ils fassent semblant de repartir. Et ils reviennent vers une deuxième caméra. Il y a 2 poules d'intervieweurs. Ça choque personne. Il y a Dorna et Eurosport. Ils font comme s'ils s'en allaient. Tu sais bien, je reviens, c'est un vaudeville là-dedans. Ouais. C'est un détail, mais c'est des petits trucs amusants comme ça. Puis la franche camaraderie qu'il y a surtout entre les équipes. Les pilotes, oui. Et les équipes, ils se sont sautés dans les bras. Yamaha a claqué des bises à Kawa pour son titre du champion du monde. Parce que je pense que les mecs, ils se voient toute l'année. Et la vraie super ambiance entre les teams aussi. Les techos, ils font tous le même métier, quoi. Et oui. Et puis surtout, la disponibilité globalement des pilotes qui se prêtent aussi au jeu du show. Ça, c'est moi qui voulais le dire, putain, t'es con. Excuse-le. Non, vas-y. Voilà, super. Des pilotes super, des équipes qui ne le sont pas moins, et puis l'organisation au top. Ouais. J'ai l'impression de Michel Drucker à dire du bien de tout le monde, mais voilà, il faut le dire. Quand tout est top, c'est top. Pierre, je voulais dire qu'on a eu de la chance parce que dans l'ensemble on a eu des belles courses disputées avec des rebondissements, donc c'est ça qu'on était venu voir en priorité. D'ailleurs les chiffres sont sortis, il y avait plus de 50 000 spectateurs sur les 3 jours du week-end, donc c'était plutôt une affluence qui est dans la normale pour le Superbike et c'était bien à voir, même si effectivement c'est un circuit qui peut accueillir beaucoup plus de monde. Donc ça c'était bien. Moi j'ai adoré l'accueil des teams, le fait qu'on puisse visiter des camions, des hospitalities et tout, c'était vraiment top ça. Même si paraît que c'est un peu moins bien qu'avant on pouvait encore faire plus de choses. Comme tu l'as dit, l'accès au pilote était extrêmement facile, j'étais bluffé. Bon, après il y a des choses qui relèvent plus
plus de ce qu'on fait ici, mais moi c'était le rêve, c'était de faire la pit, la grille, c'était des trucs de ouf quoi, devant des pilotes 5 fois champions du monde maintenant ou qui ont roulé en MotoGP, c'est incroyable. Bah c'est quand même je trouve que c'est quand même utile à dire dans le contexte du podcast parce que ça fait partie de la passion de la bécane. Il n'y a pas que le canapé. Malheureusement, souvent on fait du canapé, hein, on peut pas tous aller. Mais là, de pouvoir aller, c'est-à-dire que c'est impressionnant comme un mondial, mais c'est convivial comme à Kérol. J'ai trouvé, les gens. Ouais. Les humanoïdes qu'on a croisés. Toi, t'as peut-être croisé des sales cons, mais ça en coupera. Non, j'en ai pas. J'ai pas croisé de sales cons. Non, c'était. Est-ce que ce soit beaucoup plus militarisé et guindé en fait? Non, mais après c'est vrai que les plus grands pilotes sont difficilement. On peut pas les arrêter au coin du box quoi. Ouais, mais c'est ça. J'aurais tendance à dire que c'est accessoire parce que ça peut pas être non plus la foire à la saucisse. Oui. Les gens, les pilotes, ils ont des obligations. Ils font déjà énormément pour que les fans puissent venir à eux. Après, moi j'ai un petit pincement au cœur pour le GMT pour ce week-end puisqu'ils ont fait énormément d'efforts pour la com. La course a pas tourné en leur faveur. Et je suis vraiment déçu pour Corentin et Jules quoi, parce qu'ils ont fait. Corentin, par un fait de course, il perd le contact. Et puis Jules, je n'ai pas vu les débriefs, donc on verra ce qui s'est passé exactement. Après, Maximilien, exactement la même. C'est-à-dire chuter dans le premier virage quand t'es wildcard, c'est à mon avis le pire. Pas le pire qui puisse arriver, mais t'es en train de profiter et puis tout s'arrête assez vite. C'est un peu dommage. Bon, après, il s'en sort sans bobo, j'espère, donc c'est le principal. Et puis j'espère qu'il reviendra pour l'année prochaine. Il y a quelque chose à ajouter ? Ouais, Christophe Guillot, dans la petite interview que j'ai faite, disait que les réglages sur le sec qu'ils avaient pour que Jules n'était pas forcément tip-top, mais ils n'avaient pas forcément mieux à mettre. Quoi. Ouais, bah oui. Pas assez roulé sur le sec. Quoi, pas assez de roulage. Après, c'est les conditions météo qui sont un petit peu piégeuses. Après, comme tu l'as dit, Pierre, il y a eu des courses vraiment super. La course du samedi soir. Du samedi après-midi qu'on a pu vivre en bord de piste. Moi, j'avais jamais fait de bord de piste de ma vie. Là, je me retrouve à côté des panoteurs BM. Enfin, c'était super, c'était de la baston. C'était vraiment très impressionnant à voir, très très chouette. Pour ça, je vais remercier, on va de toute façon remercier Rémi Guyot qui nous a permis de venir. Et puis aussi évidemment Thomas Morcellino qui nous a donné toutes les petites astuces, c'est-à-dire les bonnes personnes à aller voir. Pour avoir l'accès supplémentaire qui va bien pour pouvoir aller en pit lane et pour pouvoir aller en grille. Donc sans eux, on n'aurait peut-être pas fait d'aussi bons épisodes, sans les pilotes non plus, parce que on a eu quasiment tous les pilotes français. On a eu, moi quand j'ai pu arrêter Kenan, c'était super cool. Le mec est adorable et voilà quoi. C'était un week-end vraiment cool à faire. Faut le faire une fois dans sa vie, je pense. Rien que le pass paddock, il n'était pas extrêmement cher. On va dire que c'est contrairement au MotoGP où c'est hors de prix, c'est des trucs à plus de 500 balles. Je crois que c'est le billet d'entrée plus 25 €. T'as accès au paddock où tu peux croiser les pilotes qui se baladent en vélo pour aller d'un truc à un autre. Donc c'est sûr que c'est pas la pit lane, mais c'est toujours c'est pas mal. J'ai trouvé déjà quand même que la pit lane était quand même un beau centre commercial compte tenu du nombre de personnes qui avaient accès à ça. Mais sur ce, je crois qu'il va être l'heure de remballer. Ouais, on va se retrouver dans les bouchons de sortie de circuit, je pense. Ouais, c'est possible. Mais déjà, je pense que le plus gros est parti. Et puis nous, on va se rentrer doucement, calmement. Et puis, on vous dit à très bientôt pour le prochain débrief. Pour la fin de saison MotoGP, aussi la fin de saison Superbike, puisqu'il reste que 2 étapes donc en Argentine et au Qatar. Tout est joué quoi. Et ouais, tout est joué. Donc, sauf en Super Sport 600. Mais... Ouais, en 600 ça va jouer chez Bardal. Ouais. Donc très forte chance. Et puis voilà. Sur ce, messieurs, moi j'attends le développement des pellicules quand même. Allez, ciao, salut tout le monde.